Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la droite, le secteur de l'énergie connaît un développement remarquable. La région fait partie des rares wilayas à abriter 5 centrales électriques, avec un excédent qui bénéficiera à tout le pays grâce à l'interconnexion du réseau national. Et clôture de la première édition du Challenge de l'innovation en compétences énergétiques intelligentes, une édition dont le but est d'encourager la créativité et de renforcer les compétences au service de la transition énergétique. À Raza, les pluies torrentielles ont submergé le complexe médical Shifa, le plus grand hôpital de la région, fragilisant davantage le système de santé, alors que la défense civile alerte sur le risque d'effondrement imminent de milliers de maisons, mettant en péril la vie de nombreux Gazaouis. Et on termine avec une virée dans le sud du pays à la découverte de Timimoun, la perle du Bourara, une région dont la beauté exceptionnelle inspire de nombreux écrivains algériens mais aussi étrangers. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Énergie pour commencer avec ce nouveau pôle énergétique à Larouat, où le secteur de l'énergie connaît un développement remarquable. Larouat fait partie des rares wilayas du pays à abriter 5 centrales électriques, dont une photovoltaïque, en plus de 2 autres en cours de réalisation, générant un excédent d'électricité qui bénéficiera à tout le pays grâce à l'interconnexion du réseau national, nous dit Amela Sefta dans ce papier. Regardez. À Hassirmel, au cœur de la wilaya de Larouat, un nouveau projet viendra renforcer la carte énergétique nationale dès janvier 2026. La centrale électrique de Tilremt 2 s'apprête à entrer en exploitation avec une capacité dépassant les 360 MW. Dotée de 2 turbines à gaz, elle vient en appui à Tilremt 1 et 3, dans une région qui s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle énergétique. Larouat fait partie des rares wilayas du pays à abriter 5 centrales électriques, dont une photovoltaïque en plus de 2 autres en cours de réalisation, générant un excédent d'électricité qui bénéficiera à tout le pays grâce à l'interconnexion du réseau national. La centrale Tilremt 2, qui produira environ 368 MW, a été réalisée par des équipes algériennes. Son raccordement au réseau est prévu d'ici la fin de l'année. Parallèlement, les travaux de renforcement des lignes de transport d'électricité avancent à un rythme soutenu. La première phase prévoit une liaison entre Hassermel et Mnea sur plus de 390 km afin de relier efficacement le sud au nord du pays. Au-delà de la production, l'Algérie exporte aussi son expertise énergétique en formant des cadres de plus de 14 pays africains au sein des écoles spécialisées du groupe Sonalgaz. Le chantier est sur la bonne voie et le projet sera livré dans les délais contractuels. Fondation et génie civil achevés, montage des structures métalliques en cours et prochainement nous entamerons les extensions des lignes électriques. Avec ces projets structurants, Larouat confirme son rôle de locomotive énergétique, contribuant avec une couverture de 100% en gaz naturel et 87% en électricité, tout en consolidant le lien sud-nord au sein du réseau national. Nous disions en titre, clôture ce mardi de la première édition du Challenge de l'innovation en compétences énergétiques intelligentes. À cette occasion, de nombreux projets innovants portés par de jeunes talents ont été à l'honneur. Le but étant d'encourager la créativité, renforcer les compétences et promouvoir des solutions durables au service de la transition énergétique. C'est le compte-rendu de Sami Dakhli. Regardez. Aboutissement d'une compétition nationale dédiée à l'efficacité énergétique, mettant en lumière des projets innovants portés par des talents engagés dans la transition énergétique. Il vise à encourager l'adoption de solutions intelligentes et à renforcer l'écosystème de l'innovation en Algérie. Ce concours a été structuré pour accompagner tous les stades d'innovation, de l'idéation en passant par la modélisation et le prototypage, à l'application dans des projets pilotes. Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie recevront leur trophée symbolique et un prix financier qui récompense les initiatives jugées remarquables car combinant une approche suffisamment novatrice et des possibilités d'intégration locale de solutions technologiques nouvelles dans les domaines de l'efficacité énergétique. Le concours a concerné 3 catégories couvrant tout le cycle de l'innovation,
de l'idée au prototype. Un jury d'experts a évalué les projets notamment sur leur degré d'innovation, leur impact et leur contribution à l'emploi. Les 3 premiers lauréats ont été récompensés pour leurs solutions prometteuses dans un secteur en pleine mutation. DigiWaves est une start-up algérienne spécialisée dans la digitalisation sous ses différentes formes. On part d'une digitalisation au niveau enterprise à travers des systèmes d'information, des systèmes qui reflètent les processus opérationnels, mais il y a aussi une digitalisation industrielle à travers des plateformes IIoT qui nous permettent de connecter l'industrie, de la superviser et de la contrôler exceptionnellement. C'est un projet qui consiste sur un système d'irrigation connecté pour économiser l'eau dans les zones rurales flageolées. J'ai obtenu le premier prix de la première catégorie avec un projet Fougara domestique. Je me suis imprégnée du système Fougara du Grand Sahara algérien. C'est un système d'irrigation ancestral et j'ai pu intégrer ce système dans l'habitation contemporaine pour permettre un rafraîchissement souterrain et une récupération d'eau pluviale et usée. Au-delà des récompenses, cette première édition du Smart Energy Innovation Challenge vise à encourager le tissu des startups algériennes dans l'optique de faire de l'Algérie un pôle régional de l'innovation énergétique, en transformant les idées d'aujourd'hui en solutions concrètes pour une transition durable de demain. Et lancement aujourd'hui de la plateforme numérique dédiée à la gestion et au suivi des programmes prévisionnels des opérations d'importation des matières premières. Au titre du premier semestre de l'exercice 2026, cela intervient dans une démarche reflétant l'orientation du secteur vers la numérisation et le renforcement de la gouvernance. La plateforme lancée officiellement par Kamel Rizk, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, permettra de suivre les opérations d'importation des matières premières et de garantir la transparence, la célérité dans le traitement et la précision des données relatives au programme prévisionnel du premier semestre de l'exercice 2026 des entreprises économiques activant dans le domaine de la production. Je vous propose d'écouter cette déclaration. La plateforme revêt une importance majeure, notamment en ce qui concerne l'exportation des matières premières et des équipements. Comme vous le savez, il s'agit d'une filière stratégique étroitement liée à l'économie nationale. Cette plateforme permettra aux opérateurs économiques d'accéder plus facilement à toutes les matières premières dont ils ont besoin. Nous procéderons au lancement d'autres plateformes dans les prochains jours. La première dédiée au suivi des opérations d'importation des services, tandis que la seconde sera dédiée à la vente en l'état, et ce, dans le cadre du parachèvement d'un système numérique intégré afin d'organiser les différents modes du commerce extérieur. Ces plateformes nous offriront une visibilité sur ce qui est importé et exporté. Nous disposerons ainsi de données fiables et vous savez à quel point les données sont essentielles pour prendre des décisions justes et au bon moment. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Tchad, Ndoleno Dji Alix Naimbaé, ainsi que la délégation l'accompagnant. Les deux parties ont examiné les opportunités de coopération et de renforcement des relations de partenariat entre les deux pays dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, ainsi que des échanges d'expertise en vue de prendre connaissance de l'expérience algérienne pionnière dans ce domaine et de renforcer les opportunités de coopération sud-sud. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjma, a reçu le ministre d'État de la Justice de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Bienyu Yirga, l'occasion pour les deux parties de passer en revue la coopération entre les ministères des deux pays dans le domaine judiciaire. Sécurité nationale, l'arrestation de 197 escrocs en ligne opérant au sein de réseaux de phishing et d'arnaques sur Internet, dans le cadre du renforcement de la sécurité numérique et de protection des citoyens et de leurs biens contre la cybercriminalité. De la sécurité nationale, avec ses équipes spécialisées, a mené une vaste opération couvrant toutes les wilayas du pays, ciblant les réseaux spécialisés dans l'escroquerie et la fraude en ligne. Les enquêtes menées sur ces affaires, qui ont duré plusieurs jours sous la supervision des procureurs de la République, ont permis de démanteler 32 réseaux criminels organisés spécialisés dans l'escroquerie en ligne, dont un réseau international opérant depuis un an
plutôt depuis un pays asiatique avec l'arrestation de 5 de ses membres arrêtés, 197 personnes impliquées, dont 31 faisant l'objet de mandats d'arrêt pour les délits d'escroquerie. Par ailleurs, les analyses criminelles des données ont révélé les méthodes utilisées pour collecter des informations sur les victimes, reposant sur l'ingénierie sociale, le phishing, les attaques via des logiciels de vol d'informations et l'usurpation d'identité de sociétés publiques et privées, causant aux victimes des pertes financières en monnaie nationale dépassant 52 milliards 900 millions de centimes, ainsi que des montants supplémentaires en devises étrangères. L'Algérie a remporté ce mardi à Tunis le poste de directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programme de l'Union de radiodiffusion des États arabes, ASBU. Représentée par le PTV, la radio algérienne et la télédiffusion d'Algérie, TDA, l'Algérie, à travers son candidat, l'ancien directeur général adjoint de la télévision algérienne, Adel Qansus, a été plébiscité à ce poste par les membres de l'Assemblée générale de l'ASBU. Après le retrait du candidat de l'Égypte en faveur de l'Algérie, ce plébiscite en faveur du candidat de l'Algérie est intervenu après d'intenses contacts menés par le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, sous l'égide des autorités publiques de tutelle, avec ses homologues, les responsables des établissements de radio et de télévision arabes, pour affirmer une fois de plus le poids et la considération dont jouit l'Algérie auprès des pays frères dans les différentes organisations arabes et internationales. L'Algérie conserve donc le poste de directeur du centre AEIP. Outre sa qualité de membre du conseil exécutif de l'ASBU, dans ce cadre, la télévision algérienne, à travers son directeur général, Mohamed Barali, a également conservé son poste au sein du comité exécutif des affaires d'urgence. Et lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au maintien de paix et de la sécurité internationale, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies a affirmé que l'Algérie demeure un fervent défenseur du multilatéralisme, appelant à la nécessité pour les États membres de l'Organisation des Nations Unies de s'unir autour d'un objectif noble et commun en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier soir. Je vous propose d'écouter cette déclaration. La paix que nous cherchons à réaliser. Il est important également de souligner que toute adoption d'initiatives de paix par le Conseil de sécurité devrait s'inscrire dans un cadre où les Nations Unies y jouent un rôle. L'Algérie demeure fervent défenseur de multilatéralisme au service de la paix. Et les Nations Unies a adopté hier soir à une écrasante majorité une résolution réaffirmant la souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. La résolution affirme un ensemble de principes juridiques et de fondements relatifs aux ressources naturelles palestiniennes, y compris l'applicabilité de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre dans le territoire palestinien occupé, en plus du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le texte fait également référence à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, CIJ, le 19 juillet 2024, concernant les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste dans le territoire palestinien occupé, y compris Al-Quds et l'illégalité de sa présence continue sur place. La résolution affirme les droits inaliénables du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, appelle l'entité sioniste à cesser d'exploiter ces ressources et souligne le droit du peuple palestinien à exiger une compensation pour cette exploitation illégale. Et justement, au Proche-Orient, la situation est catastrophique. À Gaza, des milliers de Palestiniens se sont réveillés pour trouver leurs tentes et abris submergés ou leurs biens dispersés. Après le passage de la tempête, les pluies torrentielles ont submergé le complexe médical El-Shifa, le plus grand hôpital de la région, fragilisant davantage le système de santé. La défense civile a alerté sur le risque d'effondrement imminent de milliers de maisons sous l'effet des pluies et du vent. C'est le compte-rendu de Badia Amani. À Gaza, le froid hivernal est devenu aussi meurtrier que les bombardements sionistes. Les familles déplacées depuis des mois tentent de survivre dans des abris de fortune aux pluies torrentielles, vents violents et températures glaciales apportées par la tempête Byron. Les eaux ont déjà inondé ou détruit plus de 27 000 tentes, laissant des milliers de personnes sans abri. La plupart essayent de trouver refuge sous les vestiges de bâtiments détruits par l'armée d'occupation sioniste. Les conséquences humaines sont tragiques. Plus d'une douzaine de personnes ont péri, dont des enfants et des nourrissons qui ont succombé au froid.
Déjà endommagé en grande partie par les bombardements sionistes, le complexe médical Al-Shifa, plus grand hôpital de la bande, est submergé. Plusieurs de ses sections, notamment les services d'urgence, ont été engloutis par les eaux, mettant en danger la vie des patients. Les organisations humanitaires alertent que les dons de couverture, vêtements chauds et tentes étanches ne suffisent pas face aux besoins massifs. Elles appellent à une intensification urgente de l'aide. L'UNRWA et d'autres agences estiment qu'au moins 300 000 tentes supplémentaires sont nécessaires pour protéger les familles durant l'hiver. Elles appellent à la levée des restrictions imposées par l'entité sioniste à l'acheminement de l'aide humanitaire et des fournitures qui attendent depuis des mois pour entrer à Gaza, afin d'éviter de mettre encore davantage de familles déplacées en grave danger. Selon les autorités locales, au moins 288 000 familles sont sans abri et plus d'1,5 million de personnes vivent actuellement dans des abris précaires. Dans l'enclave, survivre à la guerre ne suffit plus. La pluie et le froid sont devenus une autre menace mortelle, frappant des populations déjà meurtries par 2 années de guerre génocidaire. Maroc, avec la grogne sociale qui ne faiblit pas, les Marocains se trouvant face à la précarité et la pauvreté n'ont d'autre solution que de battre le pavé pour faire entendre leur voix auprès du gouvernement du Marsène qui ne semble pas prendre au sérieux leurs revendications. C'est le compte rendu de Maïsel Bouel. D'un mécontentement grandissant, les voix s'élèvent, les syndicats se mobilisent et les manifestations se multiplient, traduisant une colère accumulée depuis des années face à l'immobilisme et aux politiques publiques défaillantes du Marsène, caractérisées par des défaillances dans les services publics et la gouvernance, ainsi que des problèmes économiques et structurels, favorisant l'installation d'une paupérisation galopante. Nous n'avons aucun droit, nos droits sont totalement négligés, notre localité est marginalisée depuis 20 ans, l'État nous marginalise, nous sommes toujours privés des services les plus élémentaires, aucune route, aucun établissement scolaire, rien du tout. Je suis vraiment fatigué, je m'en remets à Dieu, je n'ai nulle part où aller. Dans certaines villes, la crise sociale prend des proportions alarmantes. À Safi, par exemple, les habitants expriment leur désarroi face à la baisse alarmante du pouvoir d'achat, des difficultés économiques qui touchent leur quotidien. Aujourd'hui, c'est une crise étouffante ici à Safi. Les gens perdent leur travail, leur argent et parfois même leur vie. La crise sociale majeure qui a traversé le pays en 2025 a mis en lumière un malaise social profond avec des revendications pour la réforme des services publics et la fin de la corruption. Une véritable fracture a été créée entre gouvernants et gouvernés, amplifiée par la répression des manifestations pacifiques et la politique de la sourde oreille adoptée à toute épreuve par le Marsène. Retour chez nous, allez, partons à Biskra pour découvrir ou redécouvrir un plat emblématique de la région, la doubara, un mets relevé, agrémenté de pois chiches et de fèves et d'herbes aromatiques. La doubara est très appréciée pour son goût unique et témoigne d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. C'est le reportage de Badia Amani. Regardez. Au marché de Biskra, dès 10 h du matin, une longue file d'attente se forme déjà devant ce restaurant spécialisé dans la doubara, un plat typique de cette région du pays, faisant partie de son patrimoine culinaire. C'est tout un savoir-faire ancestral qui est perpétué au quotidien par ce restaurateur. En plus des fèves et des pois chiches, nous utilisons la harissa en conserve, sauce piquante, des épices avec de l'ail, de la tomate conserve, des légumes râpés, de l'huile d'olive, du piment, du cumin et du citron. Certains aiment manger le plat seulement avec des pois chiches, d'autres avec des fèves, d'autres préfèrent un mélange. Dans la région de Sidi Ourba, ils aiment beaucoup la manger piquante. Le secret est dans les grandes quantités préparées et le mélange de tous les ingrédients que j'ai cités. Ce n'est pas pareil si on prépare à la maison une petite quantité, même si je vous donne la recette exacte, vous ne pourrez pas la préparer comme moi car chacun a sa façon et son secret de la préparer. Les gens viennent la manger dès 7h30 du matin. C'est un très bon plat traditionnel. Nous le préparons tous les jours très tôt le matin. Nous finissons notre service vers 13 h.
Les biscrits viennent ici presque chaque matin pour déguster ce plat bien épicé à base de fèves ou de pois chiches, d'huile d'olive, de tomates fraîches, de piments et surtout différentes épices comme le cumin qui relève le goût. Les senteurs chatouillent les narines et le goût éveille les papilles. Certains consomment sur place et d'autres préfèrent emporter leur délicieux plat. C'est le plat préféré pour le moment d'hiver. C'est le plat. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Lorsqu'on mange, on devient un peu chaud. Elle nous donne de l'énergie puisqu'il fait des épices qui donnent l'énergie au corps. C'est un plat léger, il est rassasiant, il nous tient chaud, surtout en hiver. Il faut que je vienne manger ici tous les jours avant de me rendre au travail. Ce plat nous donne beaucoup d'énergie, il se mange surtout le matin. Je viens toujours ici le vendredi ou les week-ends pour emporter ce plat et le manger à la maison en famille. Je vais partir à Betna, d'où je suis originaire. Je vais me ressourcer au Mont Chilia. Je suis donc venu prendre mon plat de Dobara pour déjeuner sur place. Les anciens nous racontent l'histoire de deux voyageurs qui n'avaient rien à manger sauf des fèves et des pois chiches. L'un d'eux a demandé à son ami de lui proposer un plat, lui disant quelle recette préparer. Dabbar Aliya, depuis ce plat s'appelle Dobara. Symbole de partage, la Dobara est un trésor gastronomique que les biscrits perpétuent de génération en génération. Il reflète la générosité de ce plat typique à goûter, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et on va un peu plus au sud du pays, à Timimoun, la perle du Gourara, connue par ses paysages féeriques, mais aussi par ses dunes immenses. La région attire de nombreux écrivains venus du monde entier qui puisent leur inspiration, à l'image d'Isabelle Iberart ou encore Albert Camus, qui se sont inspirés du désert algérien. C'est le reportage de Maïsel Bouhla. Regardez. Vaste, silencieux et lumineux, le Sahara algérien impose sa présence, le regard s'y perd, le temps s'étire et les mots prennent une autre densité. C'est dans ce décor féerique que des écrivains du monde entier viennent chercher l'inspiration, attirés par l'atmosphère singulière de Timimoun. Et je voulais les faire découvrir la beauté du patrimoine immatériel et toute forme de patrimoine immatériel à travers l'Algérie et surtout Timimoun. Au bien-être que vous nous offrez, je ne sais pas comment vous faites, parce que vous êtes dans un pays plein de contrastes bien entendu, mais vous avez l'accueil permanent et l'offrande permanente. Et là, on trouve le fondamental de l'humanité, c'est l'humilité. Les gens vivent ici et aiment leur vie. J'aime la nourriture et j'aime tout ici. Ce lieu m'inspire énormément. Au fil de l'immersion, l'architecture ocre, le sable doré et la dimension spirituelle des lieux transforment l'expérience en un temps de création. Ksor, palmerie, système traditionnel d'irrigation, les fameuses fougara et lieux emblématiques deviennent des points d'ancrage pour comprendre l'histoire locale, ô combien riche. Et ils sont là justement pour sublimer notre Sahara, nos oasis. Et je pense là aujourd'hui, ils sont vraiment très inspirés. On était vraiment ravis, nous, en tant qu'auteurs, poètes, et puis de se rencontrer, de se retrouver, de retrouver aussi ses racines, de retrouver aussi notre histoire, notre culture, nos traditions différentes les unes des autres, puisque c'est ça qui est beau dans notre pays. À Timimoun, l'inspiration ne se cherche pas dans l'exceptionnel, elle naît d'une écoute attentive du lieu et de ce qu'il impose doucement à ceux qui prennent le temps de s'y arrêter. Je suis là, pas pour comprendre, pas pour conquérir, juste pour être et peut-être pour écrire. Il y a du thé, du silence, des blagues, des regards qui cherchent à deviner. Qui est là pour écrire, qui est là pour comprendre, qui est là pour se taire. Alors, j'ai pris mon carnet, mon feutre bleu, j'ai écrit « Je ne sais pas encore ce que je veux dire ». C'est déjà une phrase. Et le désert dehors semble écouter. Quelque chose a commencé.
Et avec Timimoun, l'enchanteresse, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.